nous retrouvons pour la 65e édition du Club de la Presse. Nous évoquerons un seul sujet. Il s'agit de la pénurie généralisée du carburant au Burundi depuis pratiquement 2 mois. Une situation que certains analystes attribuent au contexte politico-économique actuel, avec notamment le manque de devises étrangères. Mais nous en parlerons davantage en termes de causes, de conséquences, mais également de votre solution avec nos invités qui sont Emmanuel Ndayishimiye, qui est là pour la énième fois sur notre plateau. Vous êtes journaliste à la radio Nzamba Gate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Et re-bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Chanel Giroumugisha. Bonjour. Bonjour Franck. C'est la première fois que vous venez sur notre plateau. Ah, oui, merci oui. Pour avoir accepté notre invitation. Ok, il n'y a pas de quoi. Je signale à nos téléspectateurs et auditeurs que vous êtes économiste. Merci encore une fois pour d'être là. Oh, c'est moi qui vous remercie. À tous, à toutes, bonjour, bienvenue. Emmanuel Ndayishimiye, je sais que vous avez personnellement travaillé sur le sujet de carence de carburant au Burundi. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Ah oui, Franck, comme vous le dites, on a beaucoup travaillé sur le problème de manque criant de carburant au Burundi. Oui, un problème qui se manifeste il y a de cela 2 mois. 2 mois. Alors, dans la rédaction, Nzamba, on s'est dit c'est une situation alarmante. En tout cas, il faut traiter ce sujet. Et voilà les pleurs de la population qui ne comprend pas comment un tel problème peut perdurer comme ça. Vous parlez de la radio Nzamba. Est-ce que vous sentez que la presse s'y intéresse effectivement? Parce que ça ne se comprend pas que le problème dure autant de temps. Est-ce que la presse y travaille suffisamment pour titiller le gouvernement sur cette question? Oui, la presse travaille juste pour le plaidoyer de la population, juste pour faire une pression au gouvernement, juste pour trouver pour qu'il puisse trouver une solution à un tel problème qui se manifeste de plus de 2 mois. C'est juste la première fois dans l'histoire du Burundi que ce phénomène se produit dans ce pays. Oui, oui. Chanel, ce n'est pas la première fois qu'une telle question se pose au Burundi. La carence de carburant, le manque de carburant dans le pays, c'est la énième fois juste en quelques mois. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on ait ce problème récurrent? Est-ce qu'il y a une raison qui soit commune? Bon, c'est vrai que en fait, c'est pas la première fois, même dans le temps, il y avait ce problème de pénurie. Mais pour le moment, c'est vraiment très, très répétitif. Et je dirais que la cause, c'est que les facteurs se sont multipliés. Parce que comme je venais de le dire, dans le temps, la pénurie, il y en avait, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Il y avait des facteurs extérieurs qui faisaient qu'il y a pénurie dans le pays du carburant. Mais pour aujourd'hui, je me dis qu'il y a eu addition d'autres facteurs que je dirais internes. Par exemple, la pénurie, la carence des devises. C'est un problème nouveau, c'est un problème qui se pose pour le moment, mais qui ne se posait pas dans le temps. Dans le temps, on en parlait, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus grave. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème criant. Et je dirais que c'est un problème qui vient s'ajouter à d'autres problèmes qui... Et qu'est-ce qui peut expliquer que ce soit beaucoup plus grave aujourd'hui? C'est plus grave parce que, vous voyez, cette pénurie vient de passer environ 2 mois. Mais dans le temps, ça ne s'opposait pas comme aujourd'hui. Donc, il y avait quelques ruptures de stock, quelques pénuries de quelques jours, et il y avait solution après quelques jours. Mais pour le moment, c'est vraiment catastrophique. Certains parlent de la situation politique aujourd'hui qui peut expliquer cela. La situation politique, je me dis que c'est une cause profonde. C'est une cause profonde. Dans les médias, on voit
la carence des devises sur le marché. Ça, c'est vrai que c'est une cause principale. Mais si on fait une analyse approfondie, ce sont les mobiles politiques. Parce que vous voyez, un pays, pour qu'il y ait carence de devises, il y a plusieurs facteurs politiques. Il y a les relations entre États, il y a le fait que, etc., etc. Voilà, vous y arriviez. Oui. Au fait, il y a des problèmes liés à la diplomatie, et il y a des problèmes liés au mauvais fonctionnement des différents domaines du pays, il y a l'insécurité, tout ça c'est vraiment une combinaison de tous ces facteurs. Oui. On parle aujourd'hui également du fait que le Burundi s'est arrangé, hein, c'est une façon de parler, c'est peut-être cynique, mais c'est comme si le pays, le gouvernement s'était arrangé pour se monter contre les pays voisins, alors que les pays voisins servaient justement de voie pour acheminer ce même carburant. Hein, Emmanuel? Normalement, quand le problème de carburant se pose dans le pays, chaque fois qu'il y a un manque de carburant, suite au problème, à la pénurie des devises, le gouvernement faisait recours à quoi? Faisait recours juste à la hausse du prix du carburant. Mais une solution durable. Manque de devises, comme solution, il y a la hausse du prix du carburant. Et voilà, le problème trouve solution. Mais aujourd'hui... Mais ce n'était pas vraiment une solution en tant que telle, étant donné que si par après le pays n'est pas assuré d'avoir des devises par la suite, il y a naturellement la hausse de prix d'autres produits de première nécessité, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, c'était une solution ponctuelle. Alors, voilà aujourd'hui, et la hausse du prix n'est pas là, et le problème perdure comme ça. Ici, dans la sous-région, ailleurs, il y a, chaque fois qu'il y a le problème, le manque de devises, il y a la hausse du prix du carburant. Mais le carburant est présent au marché, dans les stations de service. Ah bon? Oui. Alors, comment vous le savez qu'il y a du carburant dans les stations de service? Non, même au Burundi. Prenons en RDC, en République démocratique du Congo. Ah, ce que vous voulez dire en fait que ce n'est pas un problème mondial, c'est un problème purement local. Justement, c'est un problème local. Parce que je vous dis qu'ailleurs, chaque fois qu'il y a la pénurie des devises, le gouvernement fait recours à la hausse du prix. Mais le carburant est sur le marché, le carburant est présent sur les pompes, dans les stations de service. Ça va. Alors, mais aujourd'hui, voilà, et le gouvernement ne fait pas recours à la hausse des prix. Et voilà la question qui perdure comme ça. Alors, quelque part, il y a le problème du manque de devises, mais aussi, il y a surtout le problème de quoi? Du monopole. Du monopole d'importation de l'or noir. Donc le marché n'est pas libéralisé. Le marché n'est pas libéralisé, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Au Burundi, c'est juste la société Interpétrole qui importe le carburant. Alors, pourquoi ne pas libéraliser? C'est la question de corruption. C'est la corruption elle-même. Le gouvernement est corrompu. Le ministère du Commerce est corrompu. Mais ce n'est pas la première fois, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Interpétrole a toujours été hyper présent sur le marché du carburant au Burundi. Ah oui. Ah oui. Est-ce que, comme il disait qu'il y a d'autres facteurs, tout à l'heure je disais, le Burundi a fait en sorte de se monter contre les pays voisins qui faisaient en sorte, qui étaient d'ailleurs la voie pour acheminer leur carburant. Est-ce que ce n'est pas lié justement au contexte actuel sur le plan relationnel, politico je ne crois pas. Je ne crois pas. Le problème se trouve ailleurs. Le problème se trouve ailleurs. Oui. Mais par contre, les fournisseurs du carburant, les fournisseurs du pétrole, les fournisseurs avec ce contexte sociopolitique actuel, du Burundi, le fournisseur, suite à l'insécurité, contexte sécuritaire, le fournisseur exige quoi? Exige la caution. Donc des garanties. Des garanties à la caution. Alors le fournisseur exige, vous, le gouvernement burundais, vous devez d'abord vous acquitter de notre dette que vous nous devez avant que nous vous donnions quoi? Le carburant.
Et voilà, toutes ces exigences. Toutes ces exigences. Alors, quelque part, c'est quoi? Le manque de devises, c'est la cause principale. Mais il y a des causes profondes ici et là. Il y a... Non, Nous restons avec vous. Vous, dans le traitement de cette question, vous avez certainement parlé au sein de la radio Nzamba aux consommateurs, usagers du carburant. Qu'est-ce qu'ils vous disent comme les conséquences de cette pénurie? Les conséquences sont multiples. Les conséquences sont multiples. Ici et là, les motards ont abandonné leur travail parce qu'ils ne font plus de versement. Hein? Ils ne font plus de versement. Ils ont remis les motos à leurs propriétaires. Hein? Ça, c'est un. Bon, ici et là, il y a des fonctionnaires qui ne se rendent plus correctement au travail. Les élèves qui vont aller à l'école un peu tard, hein, où ils s'absentent suite au manque de carburant. Voilà, à l'intérieur du pays, les ONG, les organisations non gouvernementales, hein, ne se rendent plus au terrain, hein, se rendent plus au terrain juste pour servir la population par manque de carburant. Oui, oui. Vous venez de parler de ces ONG et on sait qu'il y en a beaucoup qui ont fermé. Alors vous avez dit tout à l'heure que la première cause, c'est le manque de devises. Est-ce que la fermeture de ces ONG ne serait pas justement l'une des causes du manque de devises? Mais ça aussi. Ça aussi. Parce que, oui, ça aussi, parce que l'argent, les fonds qu'utilisaient ces ONG sont des fonds qui viennent de nos partenaires, hein, de nos bailleurs de fonds. Plus particulièrement l'Union européenne, qui finançait le Burundi à la hauteur de 60%. L'aide directe, qui a été gelée, qui a été rompue. Voilà. Qui a été interrompue. Nous sommes d'accord. Et voilà. Donc, il y a aussi le problème de quoi? Le problème de devise est lié à la non-coopération entre le Burundi et ses partenaires, ses bailleurs. Oui, oui. Chanel, cette situation, c'est une situation qui arrange généralement les spéculateurs. Oui, bien sûr, ça, chaque fois... Pour rester dans le cadre des conséquences. Chaque fois, une situation chaotique arrange les spéculateurs. Voilà, parce que, par exemple, s'il y a pénurie de carburant, il y a les marchés noirs qui fonctionnent bien. Et c'est toujours l'informel qui fonctionne bien au détriment du formel. Et aujourd'hui, on parle du fait que le litre peut s'acheter très facilement à pratiquement 6 000 ou 7 000, oui, sur le à plus pratiquement de 2 dollars par litre. En fait, sur le marché noir, il y a le carburant, le carburant y est, mais à un prix très élevé. Donc, c'est une situation qui arrange les spéculateurs. Et le gouvernement, dans ce cas, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait ce silence, est-ce que ça n'aggrave pas les choses? Et bien sûr que ça aggrave les choses, parce que, en fait, moi je me dis que pour le moment, le problème perdure parce qu'il y a le gouvernement qui ne veut pas assumer qu'il y a carence de devises. Parce que qui dit assumer qu'il y a carence de devises, ça dit assumer qu'il y a un problème dans nos pays, qu'il y a crise. Alors vous observez aujourd'hui, le pays cherche à montrer un bon visage du pays, un pays qui va bien, qui fonctionne bien, dans tous les domaines fonctionne bien. Alors la paix et la sécurité règnent. Oui, la paix et la sécurité règnent, alors qu'il y a la paralysie dans presque tous les domaines. Est-ce que, Emmanuel, que dire du stock stratégique? Le stock stratégique, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, vous le savez, mais pour épargner. Il faut avoir du surplus. Il faut avoir du surplus pour épargner, pour pouvoir épargner. Il n'y a même pas le minimum. Il n'y a même pas le minimum. Les stocks de Gitega, en province de Gitega, sont secs. Sont secs. Oui, oui. Alors, pour dire quoi? Avant, dans les années antérieures, le stock fonctionnait parce qu'il y avait des surplus, il y avait des devises pour acheter et juste pour épargner. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui.
Les stocks stratégiques, il n'y en a plus. Le stock stratégique se trouve à Gitega. Le gouvernement déménage vers Gitega. Est-ce que cette proximité ne pourrait pas constituer, peut-être dans le futur, une solution durable? Une solution durable, je dirais que c'est... Ça ne change rien. Ça ne change en rien être à proximité de ces stocks. Ça c'est... En fait, la solution durable, ça dépend de la politique du pays. Ça dépend de la politique des pays. Envisager un stock stratégique, c'est vraiment une bonne chose. Ça a bien fonctionné dans le temps. Parce que si vous avez un stock stratégique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a pénurie liée à la montée des prix du baril, et là, c'est le stock qui parie à tous ces problèmes. Quand il y a rupture de stock, de simple rupture de stock, il y a toujours le stock qui parie à ces problèmes. Donc, je me dis que c'est tout en politique. Donc, c'est vraiment une conception. Le fait de déménager à côté de ces stocks, ça n'arrange en rien. Il faut que cette politique soit efficace. Il faut que les politiciens adhèrent à cette politique. Mais qu'est-ce qui peut justifier ce silence justement du gouvernement qui n'assume pas les causes de cette pénurie, notamment le manque de devises? Est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement ne ressent pas lui-même cette pénurie, étant donné qu'eux, ils peuvent passer à côté pour se faire servir dans les stations-service? Je me dis que le gouvernement peut ne pas ressentir ça, mais il voit ça. Au fait, le fait de ce silence, je me dis que c'est une façon de voiler la face, de montrer que tout va bien, et ne pas assumer qu'il y a un problème de devise. Et je vous fais un petit exemple. Vous voyez le taux de change de la BRB. C'est un taux qui cache beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas un vrai taux. Le vrai taux, c'est le taux du marché noir, qui montre la confrontation de l'offre et de la demande de devises sur le marché. Donc tout ça, ça montre qu'il y a des indicateurs qui se cachent, qu'on cache, juste pour montrer que tout va bien. Oui. Est-ce que ça se suffirait? Est-ce que ce n'est pas trop simple de le dire comme ça? Je me dis que c'est une situation qui va exploser un jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on cache, mais qui finira par exploser. Ce que je veux dire, est-ce que vous venez de parler du taux de change qui est officiel de la Banque centrale et du taux de change au marché noir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine spéculation de la part justement de certaines personnes du gouvernement qui iraient puiser dans la Banque centrale pour aller revendre les mêmes devises sur le marché noir? Voilà, vous, en tant qu'économiste, est-ce que vous pourriez nous le dire beaucoup plus amplement? Mais c'est vrai, il y a une spéculation sur le marché des devises. Parce que même le paie de devises qui est là n'est pas bien géré. Parce que je détiens des informations comme quoi même ces importateurs qui reçoivent le paie de devises pour aller importer le carburant, il y a une partie qui n'est pas affectée dans l'importation du carburant. Parce que cette différence entre le taux officiel de la BRB et le taux sur le marché noir, il doit y avoir des spéculations. Donc il y a le commerce de devises qui se fait en parallèle avec l'importation du carburant. Emmanuel, il y a pénurie effectivement généralisée, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez rapporté dans votre radio, au Burundi, mais on voit quand même des voitures et de nombreuses voitures qui roulent sur des chaînes à Bujumbura. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est le favoritisme. C'est le favoritisme. Donc, même le peu de carburant qui est disponible, il est servi ensuite. Bon, pour des gens avec des finalités politiques, avec le favoritisme des gens du parti au pouvoir. Mais je vous donne un exemple. Que ce soit à Bujumbura, même à l'intérieur du pays, on a appris ça dans les provinces de Rumongue, de Makamba. Chaque fois que le peu de carburant est disponible, c'est juste un comité choisi dans la province qui gère le carburant. Un comité composé par juste les membres de l'administration, les membres du parti au pouvoir, les jeunes du parti au pouvoir, et voilà qui
ils distribuent aller-retour le carburant selon leurs fins, selon les amis, les proches, selon les finalités, des fins politiques, comme ça. Oui, oui. Tout à l'heure, on a parlé de multiples conséquences, mais on a oublié le panier de la ménagère, notamment sur le plan des produits de première nécessité. Est-ce qu'il n'y aurait pas de conséquences effectives sur ces produits-là? Oui, bien sûr, quelles conséquences sont là, hein? Vous voyez le déplacement. Hein? Le déplacement en commun devient cher. Alors, si le transport devient cher, c'est sûr que les produits de première nécessité, comme les aliments, comme le haricot, comme le banane, ou comme le riz, deviennent chers. Les prix montent directement. Hein? Pourquoi pas même exponentiellement. Exponentiellement. Oui, oui, on en a parlé, ici et là, à travers le pays. Oui, oui. Et les gens vous en ont parlé également? Oui, la population. Ceux que vous avez interrogés? Oui, oui, la pauvre population. Oui, oui. Est-ce que dans le contexte actuel, il est possible d'envisager des solutions, Chanel? Oui, des solutions, oui. Il y a des solutions que je peux appeler de solutions immédiates. Et ces solutions, je proposerais premièrement d'assainir la filière du carburant, assainir la gouvernance dans la filière, c'est-à-dire à partir de l'importation jusqu'à la pompe. Parce que pour le moment, ça se voit que c'est toute une filière qui est pourrie. Donc il y a la corruption, il y a le favoritisme. Le souci, est-ce que ce n'est pas parce que ceux qui devraient assainir toute cette chaîne ne sont eux-mêmes peut-être ceux qui sont à la base de ce problème? Voilà, c'est ça le problème. En fait, si on parle de la corruption qui est dans la filière, c'est-à-dire que cette corruption devrait être éradiquée par ces mêmes qui sont des gestionnaires du pays, mais quelque part qui sont complices. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Il vient de parler de ce souci d'éradiquer la corruption, le fait de trouver une solution durable à cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'envisager des solutions, Emmanuel? Mais les solutions devraient être trouvées par le gouvernement. Mais quelque part, je trouve que c'est le même gouvernement, les membres du gouvernement, les autorités là qui seraient à l'origine de ce problème, de ce manque criant de la pénurie qui s'éternise. Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont à la base de ce problème? Bon, la réponse est simple. Franck, avoir la question qui se pérennise comme ça. La première solution serait de convoquer le ministre du Commerce devant les représentants du peuple. Monsieur le ministre, venez ici. Expliquez-nous pourquoi une telle question qui ne trouve jamais de réponse. Il y a de cela des mois. Mais expliquez-nous. Mais apparemment, le gouvernement fait fi. Et les représentants du peuple font fi. Alors que ce sont eux qui devraient faire le plaidoyer pour la pauvre population. Est-ce que c'est vraiment cela qui explique que le gouvernement soit à la base de cette pénurie? Mais bien sûr, bien sûr. Franck, avoir les 2 mois, une question qui se pose comme ça, une fois dans l'histoire. La pénurie de carburant se manifestait, mais est trouvée de solutions après une semaine, après 2 semaines. Et voilà 2 mois. Et aucune réaction du gouvernement. À peine le président de la République, dernièrement, il a dit que c'est une question généralisée. Ici et là, à travers la région, il y a un manque de devises et voilà le problème de carburant. C'est ce qu'il a évoqué. Que faut-il faire aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, nous, les journalistes, nous faisons le plaidoyer pour le peuple. On parle, on a fait qu'il parler de la situation. Mais dans l'entretemps, à l'époque, on sait qu'il y avait ce qu'on appelait les médias qui étaient suffisamment libres à Bujumbura, au Burundi, et qui parlaient du jour au lendemain, heure après heure, de cette question de pénurie de carburant pour
qu'on y trouve des solutions et que c'est peut-être pour cela que des solutions ont été trouvées. Je reviens sur la question de départ au début de l'émission. Est-ce que justement ce n'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de médias qui en parlent aujourd'hui qu'il y aurait peut-être cette carence qui perdure? Oh non, bon, moi, je suis les radios qui sont au pays. Hein? Ils parlent de la situation, en tout cas. Hein? Ils parlent de la situation. Hein? Bon, seulement un clin d'œil que je voudrais lancer, c'est aux représentants du peuple, c'est aux députés. Qu'ils se lèvent. Qu'ils se lèvent et qu'ils convoquent le ministre du Commerce. Ça, c'est une autre solution. Le ministre du Commerce, s'il est dépassé par la question, mais qui démissionne, et comme ça, et la communauté locale et la communauté internationale, tout le monde se rendra compte que le problème réside au sein du gouvernement. C'est ça. Chanel, est-ce que voyez-vous quelque chose qui peut être fait pour effectivement trouver une vraie solution à ce problème? Pour terminer? Bon, premièrement, il faut que les représentants du peuple soient conscients de l'ampleur Donc vous vous joignez de l'ampleur de la question. Vous joignez à Emmanuel? Oui, de l'ampleur de la question. Parce que je dis ça parce que je me rappelle, je ne sais pas si je me rappelle bien, il y a un titre du journal Iwachu, je crois, qui disait que quand il y a pénurie du carburant, ça disait quand le carburant tousse, la vie économique éternue. Vous comprenez? En fait, je me dis qu'ils ont fait allusion au bruit que ça fait. Quand on tousse, c'est doucement, mais quand on éternue, c'est pire. Pour dire quoi? Pour dire que le produit carburant est différent d'autres produits. C'est un produit que je dirais qui est facteur de production de presque tous les biens, de presque tous les services. Donc, un jour, ça va exploser. Ça va exploser. Il faut que ces représentants du peuple soient conscients de l'ampleur de la question. Ce n'est pas un simple problème. Et quand ils seront conscients, je me dis qu'il faut plaider pour la population qui les ont mis devant, qui les ont élus. Et qui souffrent davantage. Qui souffrent davantage, parce qu'il y a tant de solutions. Il y a tant de solutions, j'ai dit, des solutions immédiates, il faut assainir toute la filière. Ça, c'est un problème qui demande un peu de volonté. Mais il y a aussi des solutions durables, des solutions liées à la politique. Faire la bonne gouvernance, chercher à faire la sécurité pour tout le pays, pour que le pays soit un pays avec la confiance de ses partenaires, etc. Des bailleurs, etc. Oui, il y a aussi le stock stratégique. Il faut revenir à la politique du stock stratégique qui fonctionnait bien auparavant et qui doit aussi fonctionner aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que parmi ceux qui nous suivent, il y a effectivement ces représentants du peuple, mais également le gouvernement qui nous suivra pour suivre vos conseils. Et c'est par ici que prend fin cette 65e édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos deux invités, Chanel Giroumugisha. Vous êtes économiste. Merci encore une fois et j'espère que vous reviendrez quand on fera appel à vous. Bien sûr, c'est moi qui vous remercie. Merci encore une fois à Emmanuel Ndayishimiye, journaliste à la radio Inzamba Kakawe. Merci. Merci Franck, c'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.